Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce second épisode de Coupé. Alors je vous rappelle brièvement le concept, on va prendre quelque chose en rapport avec la médecine et la pop culture dans un média et on va l'analyser avec plus ou moins de bienveillance et de mauvaise foi et essayer toujours d'apprendre quelque chose au passage. Oui, parce que le premier épisode de Coupé est l'analyse de la scène de Césarienne de Prométhéeus, que je vous encourage à aller voir, bien évidemment, on va pas se mentir, c'est de la mauvaise foi et il y a du sel. Largement de quoi envoyer aux urgences un insuffisant cardiaque. Et je vous envoie vers l'autre vidéo pour comprendre pourquoi je dis ça. Et aujourd'hui, on va analyser la scène d'introduction du personnage du Dr Stephen Strange dans le film éponyme Doctor Strange du Marvel Cinematic Universe. Action, générique. Alors, Doctor Strange, je vais pas revenir sur le film encore une fois, c'est pas du tout la question ici, on s'en fout, je suis pas critique de ciné. Mais je vais reprendre toute la séquence d'introduction du personnage de Strange dans le film et l'analyser d'un point de vue médical. Et autant vous le dire tout de suite, cette scène est pas mal, vraiment pas mal. Je vous resitue le truc, le docteur Stephen Strange, c'est un brillant neurochirurgien et on a une scène d'introduction du personnage qui nous montre à quel point il est balèze et badass. La première fois que j'ai vu cette scène, je l'avais trouvé plutôt pas mal, j'avais rien repéré de fou, je m'étais même dit dans le flow du film qui venait de commencer, hey, mais c'est pas mal, c'est assez proche de la réalité. Bref, ça a pas brisé ma suspension consentie d'incrédulité. Et puis, quand je pensais à la conception de Coupé, je l'ai revu parce que j'en avais besoin pour le générique. Merci à Monsieur Sam et à Sunday Pistol pour le générique. D'ailleurs, vous irez leur faire des bisous et des câlins. Et là, j'ai rigolé quoi. Parce que, non, vous allez voir. Donc, la scène d'intro du film vient de se finir sur un plan badass de l'ancien qui marche de dos dans les rues d'une ville. Et une petite musique funk commence. Pour faire comprendre à quel point l'ancien est cool, mais que Strange aussi est cool. Et là, boum, premier plan, insert sur les mains en train de se laver, le décor est posé, c'est très la chirurgie et ça va être funky. Essuyage de main, enfilage de casaque stérile, remontage badass de masque en présentant le visage du personnage, métage de gants stériles, en rythme, insert en gros plan sur le mec badass, il n'y a pas de doute, il est chirurgien, il est cool, et c'est lui la star. Et quand j'ai revu cette scène, honnêtement, j'ai éclaté de rire. Comment j'avais pas pu voir ça avant? Comment j'ai pu manquer ça? Sans déconner, je vous la remets pour que vous essayiez de comprendre à quel moment ça va pas. Et coupé, vous avez vu? Alors ça passe crème, mais si vous réfléchissez 2 secondes à ce qui se passe, il y a une énorme erreur. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous remonter la scène pour qu'elle soit médicalement correcte. En gros, l'erreur, qui est une erreur fondamentale, c'est que après s'être lavé les mains, il va remonter son masque avec ses mains nues alors qu'il vient de les laver. Vous pouvez trouver ça parfaitement anodin, mais si vous réfléchissez à ce qu'il est en train de faire, c'est-à-dire s'habiller en stérile, ça n'a aucun sens. Qu'on soit bien d'accord, Dans le cas présent, on s'en fout complètement. C'est pour ça que l'ensemble de la séquence de présentation de Strange fonctionne plutôt bien, car ce sont vraiment des tout petits détails, et ça fait absolument pas sortir du film. Je l'avais pas vu la première fois que j'avais regardé cette scène. Quand on est dans le milieu et qu'on voit ça, ça fait sourire. Ce sont pas des énormes doigts d'honneur aux spectateurs comme dans Prometheus. Alors, pourquoi ça marche pas? Eh bien parce que le principe de l'habillage stérile, et là vous allez être surpris, c'est d'être stérile. Ouais, je sais. Celle-là, vous l'avez pas vu venir. En réalité, l'erreur là, c'est que son masque, il aurait dû l'avoir dès qu'il est rentré dans le bloc opératoire, ou au moins dès qu'il est parti se laver les mains. Mais ça permet pas de voir son visage, donc c'est pour ça que ça a été choisi comme ça. Mais ça n'a aucun sens. Et là, il faut comprendre quel est le principe de l'habillage stérile. À partir du moment où on commence à se laver les mains, le principe, c'est que les mains restent le plus stériles possible. Vous vous doutez bien qu'on peut pas stériliser des mains, donc le but c'est d'être le plus propre possible.
Venez pas chipoter. Donc on va pas s'amuser à retoucher un truc sale, le masque en l'occurrence, alors qu'on essaie justement de garder les mains le plus propre possible. Donc comme on est quand même dans une émission de vulgarisation et pas dans un marais salant, je vais vous expliquer c'est quoi la séquence qu'on suit et la logique qui est derrière le lavage des mains chirurgical et l'habillage stérile. La chose fondamentale à comprendre, c'est qu'on essaie de garder les mains le plus propre possible pour enfiler le matériel stérile, la casaque notamment, et les gants, qui eux sont stériles. Parce qu'on va travailler avec ses mains dans le patient, et donc on essaye que tout ce qui est en contact avec le patient, même si c'est recouvert par des gants et une casaque, ça soit le plus propre possible. Ce qui veut dire que tout ce qui est sous le poignet est considéré comme sale. Je m'explique. Une fois qu'on s'est lavé les mains de manière chirurgicale, tout ce qui s'éloigne de la main est de plus en plus sale, ou de moins en moins propre, c'est comme vous voulez. Mes mains étant propres, je vais attraper une casaque qui elle est intégralement stérile avec sa face interne et sa face externe. C'est pour ça qu'elle est pliée, la face interne vers nous, qu'on peut attraper avec nos mains qui sont relativement propres, et la face externe qui va vers le patient, elle est repliée vers l'intérieur parce qu'elle reste propre comme ça. Et on va l'enfiler pour exposer la face extérieure de la casaque qui reste stérile, et nos mains vont rentrer dans les manches qui elles sont toujours stériles à l'intérieur. Ça reste donc propre. Mais le reste de mon bras n'est pas considéré comme propre. Ça contamine l'intérieur de la manche. Et donc, je ne peux pas revenir en arrière. Sinon, je recontamine mes mains. C'est une grande marche vers l'avant. Il n'y a pas de retour en arrière possible juste à l'étape d'avant. On est obligé de tout reprendre la procédure dès le départ, dès le lavage des mains. Et au départ, quand on n'a pas l'habitude de cette procédure, on se trompe souvent et on fait beaucoup d'erreurs et on se rhabille régulièrement. D'ailleurs, même le lavage des mains en lui-même garde ce principe. L'extrémité des mains est propre et plus on s'en éloigne, moins c'est propre. L'eau doit couler du haut des mains vers le coude. C'est pour ça que on se rince les mains en remontant pour que l'eau coule du haut vers le bas, enfin de la main vers le coude. Et c'est pour ça que les robinets ont cette forme. C'est pour pouvoir passer les mains dessous sans être obligé de redescendre les mains. On doit garder les mains toujours vers le haut. On rince du propre vers le sale. Et c'est aussi pour ça que les auges de lavage s'activent généralement soit au pied, soit à la hanche, soit au détecteur de mouvement, parce qu'on ne doit pas toucher des trucs. Alors il existe différents types de lavages chirurgicaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas très important. Ce qui est important de comprendre, c'est le principe. On part des mains vers le coude et jamais on revient du coude vers les mains. Et le lavage des mains, on ne se rend pas bien compte, mais au niveau chirurgical, ça dure plusieurs minutes. Sauf en cas d'urgence, évidemment, où là tout est un petit peu bousculé. Mais même s'il y a plusieurs types de lavage, le principe reste le même. On lave d'abord tout des mains jusqu'au coude, en partant des mains et en redescendant vers le coude. Puis on part des mains jusqu'à la moitié de l'avant-bras, à peu près. Puis il y a un troisième passage où on s'intéresse qu'aux mains directement, jusqu'au poignet. Et on descend pas plus bas. Là, on fait le lavage des mains que vous avez appris pendant la période Covid, avec la colonne du pouce entre les doigts, dessus, dessous, bref, le lavage des mains standard. Et tout ça, on le fait évidemment sans baisser les mains, pour que ce qui est sale ne recoule pas sur le propre. Donc on garde les mains en l'air et on ne revient jamais d'une zone sale vers le propre. Si vous voulez une comparaison un petit peu plus douce par séquesque, c'est comme passer d'une sodomie à une pénétration vaginale. Ça se fait pas. Et une fois qu'on est dans la casaque, là aussi, il y a plein de subtilités pour que ça reste bien stérile. Enfin, pas stérile partout, mais au plus d'endroits possible. D'ailleurs, cette casaque stérile, on l'enfile pas nous-mêmes. C'est quelqu'un qui est derrière nous qui va tirer sur la casaque pour que nos mains sortent des manches. C'est pour ça qu'on voit les mains de Strange sortir comme ça en rythme. À la fin, on va considérer que seul le devant de la casaque est stérile et encore pas partout. Au-dessus des hanches et en dessous des épaules. Et pas derrière parce que quelqu'un vient de nous enfiler la casaque en la prenant par derrière. En gros, ici. D'ailleurs, sur le plan final, où il est en position d'attente, c'est-à-dire avec les mains comme ça, ses mains sont bien trop hautes. On ne met pas les mains ici, on les met généralement plutôt par là. En position de repos, on est plutôt comme ça. Coude au corps, mains croisées pour éviter que ça se balade dans tous les sens. Comme je vous l'ai expliqué, le dos est considéré comme non stérile parce qu'on nous a habillés par le dos. Donc on ne se croise pas n'importe comment dans une salle opératoire. Deux personnes habillées en stérile se croisent dos à dos et pas face à face. Pourquoi ? Parce que face à face, ça expose le dos à l'extérieur et donc on pourrait déstériliser le champ opératoire, la table ou n'importe quoi. Donc on se croise dos à dos, on fait pas n'importe comment. Alors enfiler sa casaque, se déplacer, tout ça c'est bien, mais il y a un élément dont j'ai pas parlé, c'est la façon d'enfiler les gants. Parce que les gants ils sont stériles aussi et donc il y a une manière particulière de les enfiler. C'est pour ça que les gants sont repliés au niveau de leur extrémité. C'est parce que ça permet, une fois qu'on en a enfilé un, de glisser ses doigts dans cet espace qui reste stérile et ensuite de faire glisser le gant de l'autre côté sans toucher l'intérieur du gant. C'est ce que fait un peu Dr Strange dans la scène, mais il le fait pas très bien. Passons au reste de la scène si vous voulez bien. Rien qui sorte de l'ordinaire, c'est même plutôt bien rendu. La musique devient intradiégétique, c'est-à-dire que c'est la musique qui passe dans le bloc opératoire et c'est complètement quelque chose qui pourrait se passer dans la vraie vie. A noter qu'il a des chaussures de ville, dans le sens ce ne sont pas des sabots de bloc, comme ceci. Même si de ville veut plus dire grand-chose puisque maintenant on porte des Crocs qui sont des sabots de bloc en ville. Bref, tout est brouillé.
Dans pas mal d'établissements, les gens ont des chaussures dédiées au bloc opératoire. Elles n'en sortent quasiment pas et c'est pas hyper choquant. Et là, on a une tripotée d'étudiants qui regardent derrière une vitre ce qui est en train de se faire. Il faut pas oublier qu'en anglais, le bloc opératoire ça s'appelle The Operating Theatre, OT, donc le théâtre opératoire, et non pas le bloc opératoire comme en France. Et apparemment c'est quelque chose de très fréquent aux USA et dans les pays anglo-saxons, mais j'en ai jamais vu en France, ou pas de cette façon-là en tout cas. Le théâtre opératoire, ça reste d'une période où effectivement on avait une table d'opération au milieu d'un amphithéâtre et les gens regardaient ce qui se passe et regardaient les chirurgiens faire leur intervention. Mais bon, ça se fait plus trop comme ça maintenant. En France, les étudiants, quand ils observent une intervention, ils sont soit sur le champ habillés avec le chirurgien ou ils sont dans la salle à regarder ce qui se passe. Mets-moi au défi, Billy. Non, tu plaisantes, moque de moi. Non, docteur. Feel So Good, Chuck Mangione, 1977. La petite séquence qui suit avec la devinette musicale avec l'année de sortie de la chanson, on pourrait croire que c'est superflu juste pour montrer la super intelligence de Strange, et en fait c'est quelque chose de parfaitement cohérent. Et c'est cohérent pour la bonne et simple raison que c'est quelque chose que moi je fais. Alors pas comme ça, on me demande de me challenger, mais c'est juste qu'on écoute une chanson et on se dit « Oh là là, elle est sortie en quelle année déjà ? Bah moi je dirais plutôt cette année ou alors plutôt cette année. » Bref, c'est quelque chose qui se passe tout le temps. Là, juste, ça iconise le personnage de Strange. Ce qui est drôle, c'est que là, par contre, il y a une erreur de débutant. À partir du moment où le point de vue change et que c'est plus Strange qu'on regarde, il fait une erreur qui est typiquement une erreur de débutant. Aucun chirurgien ne descendrait sa main comme ça, aussi bas. Ça, mais il faut qu'il se rhabille derrière. Ensuite, Christine, une autre chirurgienne, vient lui demander un avis sur une plaie par balle crânienne au contact du tronc cérébral. Le tronc cérébral, c'est la zone de jonction entre le cerveau et la moelle épinière. C'est une zone très importante. Il y a plein de nerfs qui en sortent, qu'on appelle les nerfs crâniens, et il y a plein de structures très importantes. C'est vraiment une structure fondamentale du fonctionnement du cerveau. Et les nerfs crâniens, c'est des nerfs relativement importants. Il y en a 12 paires, 12 de chaque côté en fait, et ils servent à des choses aussi diverses que voir, sentir, entendre, goûter, bouger la langue, respirer, parler, bref, ils servent à pas mal de choses. Pour vous donner à quel point le tronc cérébral c'est quelque chose d'important, quand on a un problème du tronc cérébral, on peut avoir ce qu'on appelle un lock-in syndrome. C'est-à-dire que le cerveau fonctionne parfaitement, avec toutes les fonctions cognitives parfaitement conservées, et la moelle épinière fonctionne parfaitement, mais la communication entre les deux ne se fait pas. Les gens sont prisonniers dans leur tête. Lock-in. Ils sont parfaitement conscients de ce qu'il se passe autour d'eux, mais ils sont dans l'impossibilité de bouger autre chose que les yeux. Et d'ailleurs, c'est important aussi pour les comas, puisque dans les comas, on mesure des réflexes du tronc cérébral. C'est quelque chose qui est relativement important, mais ça va avoir un rapport avec la suite. Donc le patient, il a pris une balle, il est dans le coma, il y a un autre collègue de Strange qui a fait le diagnostic de mort cérébrale, et Christine, elle trouve ça un petit peu cavalier, donc elle demande un second avis à Stephen Strange. Là, Stephen Strange, il s'emballe, il fait son badass, péripétie, punchline, et tout ça, direction le bloc opératoire pour essayer de sauver le patient. On s'en fout un petit peu, c'est pas très important. D'ailleurs, au passage, l'autre chirurgien, puisque je suppose qu'il est chirurgien, il part pour des prélèvements d'organes sur mort cérébrale. C'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Ça se fait pas en 3 minutes YOLO sur le brancard des urgences. Pour lancer des prélèvements sur un état de mort cérébrale, il faut faire tout un tas de tests avant. On vérifie 2-3 trucs quand même. Il faut trouver des receveurs, il faut vérifier qu'il y a une compatibilité entre le donneur et le receveur. Ça se fait pas comme ça en 3 minutes. Ensuite, il faut prévenir les équipes de prélèvement, parce que c'est pas les mêmes équipes qui prélèvent les organes et celles qui réimplantent les organes. Bref, ça nécessite un petit peu de coordination, ça se fait pas comme ça sur un coin de table. Ça nécessite une organisation un petit peu complexe. En tout cas, c'est comme ça que ça se passe en France. Et je suppose que ça doit se passer à peu près comme ça aux États-Unis. Non, là, c'est pour montrer la badassitude de Strange. Il a pensé à un truc que les autres n'ont pas envisagé, et puis il va faire quelque chose que les autres n'ont pas eu envie de faire. Mais ils auraient très bien pu faire ça avec un patient qui n'était pas en urgence, qu'un patient qui était dans le coma, et ils n'arrivaient pas à expliquer pourquoi il était dans le coma, ils ont considéré qu'il était en mort cérébrale, voilà. Mais bon, ça passe. C'est un peu grossier, ça fait souffler, mais ça passe. L'explication là, c'est que la balle elle est dans la tête du patient qui n'est pas mort mais mourant. Strange, super balèze, va au bloc pour lui sauver la vie. On a là du vrai matériel de neurochirurgie, c'est une scie pour faire les découpes de boîtes crâniennes, pour lever les volets crâniens, comme on dit. Bon par contre là c'est carton rouge, il y a rien qui va. Le chir sur le champ sans masque avec les cheveux qui dépassent, c'est non. Ok, c'est une urgence, mais faut pas déconner quand même, on peut se préparer un petit peu. Et le mec dans la salle opératoire sans masque, pareil, ça dégage. Christine demande alors un contrôle radiologique péropératoire, ce qui existe parfaitement, ça n'a rien d'extraordinaire. Strange se la raconte en disant on n'a pas le temps, ce qui est complètement fou. Alors ça c'est un amplificateur de brillance, ça n'a rien d'extraordinaire. Il y en a dans tous les blocs opératoires, ça permet surtout de contrôler les fractures pendant qu'on opère les patients et de vérifier la position des vis et des plaques qu'on est en train de mettre. Et là on peut remarquer qu'il porte
des protections plombées, en particulier sur la thyroïde, car l'amplificateur de brillance, ça balance des rayons X, et donc il faut se protéger des rayons X. Et c'est suffisamment technique et facilement oubliable que c'est à mettre à leur crédit, c'est un très bon point. Par contre, tant qu'à mettre un détail, on en parle du fait qu'au début de l'intervention, ils l'ont pas, et que maintenant ils l'ont sous leur casaque stérile. Sans déconner. C'est le truc qu'on met avant de s'habiller, pas pendant. Que les autres pélos dans le bloc, ils le mettent au moment où on fait des tirs de rayons X. D'accord, mais ceux qui sont sur le champ, ils l'ont depuis le début de l'intervention. Alors oui, c'est chiant et c'est lourd, mais on va pas s'amuser à s'arrêter, se déshabiller, mettre les tabliers, se rhabiller en stérile, ça n'a aucun sens. En parlant de faux raccords, est-ce qu'on en parle de la réapparition soudaine des masques pendant l'intervention? Non, parce que moi je ne fais que poser la question. Ensuite, Strange met ses lunettes de microchir, ce qui est tout à fait cohérent, hein, j'ai les mêmes, donc ça n'a rien d'extraordinaire, et les neurochir opèrent souvent avec des lunettes de microchir, voire un microscope chirurgical, comme les ORL, les vasculaires, les chirurgiens cardiaques, les ophtalmos, les plasticiens, les chires de la main, les dentistes, les CMF, bref, plein de gens. Les nerfs crâniens sont intacts. Alors la petite réflexion sur les nerfs crâniens, car on opère le tronc cérébral et ses raccords, car on en avait déjà parlé avant. Et la Strange fait une réflexion sur le fait que les nerfs crâniens sont intacts, car il opère le tronc cérébral, et c'est bien de voir que le tronc cérébral n'est pas détruit et que les nerfs sont intacts, parce qu'on ne va pas s'amuser à opérer un patient dont le tronc cérébral est détruit. Donc c'est raccord. C'est pas grand chose, hein, mais c'est raccord. Et surtout, c'est raccord avec ce qu'il a diagnostiqué, que c'est la balle qui, à cause de son revêtement, a empoisonné le tronc cérébral, et donc le patient est dans le coma, pas en mort cérébrale parce que c'est détruit, mais parce que c'est empoisonné. Donc si on enlève la balle et que le tronc cérébral est intact avec les nerfs crâniens intacts, le patient a des chances de récupérer. C'est cohérent. Je ne sais pas si cette explication vaut quelque chose dans la réalité véritable, mais dans le cadre du film et dans sa cohérence interne, c'est cohérent. Donc image ensuite du contrôle radiologique qui ne sert qu'à nous montrer ce qui se passe parce que sinon on verrait rien, hein, tout simplement. Et que dans la vraie vie, vu l'état de l'hôpital dans lequel il bosse, il aurait très probablement accès à ce qu'on appelle de la neuronavigation qui lui permettrait de savoir précisément où il se situe dans le crâne du patient et de voir exactement où se situe la balle par rapport à ce qu'il est en train de faire, voire accès à un no-arm, c'est-à-dire un scanner opératoire qui permettrait de voir très précisément ce qu'il est en train de faire. Parce que là, sa scopie, ça lui apporte pas grand-chose. Donc là, le contrôle radiologique ne sert qu'à une seule chose, nous montrer à nous, spectateurs, ce qu'il se passe. Parce que soit il voit en visu, soit c'est pas avec son contrôle radiologique qu'il va comprendre ce qu'il est en train de faire. Petit moment badass de Strange, encore une fois pour l'iconiser, il entend le cliquetis de la montre du collègue, et donc il lui demande de la couvrir pour pas que le son le gêne pendant qu'il est en train de faire son intervention. Vous remarquerez qu'il n'y a pas de musique dans le bloc et que dans le film, le son s'arrête pour faire ressentir la tension de la scène. Dr. West, couvrez votre montre. Bon, c'est badass, mais c'est aussi un petit peu con, parce que dans une salle opératoire, il y a plein d'autres choses qui font du bruit et qu'on peut pas arrêter. Enfin, difficilement. Le respirateur, par exemple, de l'anesthésiste, il fait bip bip en permanence. Et ça, c'est très difficile à arrêter. Et puis surtout, il y a la ventilation du bloc opératoire qui fait du bruit en permanence. Donc, la probabilité qu'il entende le cliquetis de la montre, c'est audacieux. Mais encore une fois, c'est là pour iconiser le personnage de Strange. Il est au-dessus de la norme. Bon, les structures osseuses qui se déforment sur la radio au passage de la pince, nope, ça, c'est du flan. Et puis, même si l'instrument est bon et il pourrait servir à ça, je pense pas que dans la réalité on utiliserait cet instrument pour faire ça, parce que la probabilité d'attraper la balle comme ça est assez faible. J'aurais pour ma part plutôt parié sur une sonde à panier ou sur un ballonnet pour pouvoir passer derrière la balle et la faire remonter. Alors, je suis pas neurochir, j'ai jamais fait ça, donc je vais pas juger. Sauf pour la radio, ça la radio c'est de la merde. Voilà, et ça c'est la fin de la scène d'introduction du personnage de Stephen Strange, neurochirurgien, dans le film Doctor Strange du MCU. Et ben c'était pas mal. Franchement, c'est plutôt une bonne scène. Alors évidemment, hein, si on regarde les détails, il y a plein de trucs cons, mais c'est vraiment des petits détails. Dans le flow général de l'action, ça passe très bien. Et il y a même des trucs qui sont assez cohérents, c'est même surprenant quand on les analyse rétrospectivement, c'est très cohérent. C'est au revisionnage que j'ai pris conscience des trucs un petit peu cons. Mais franchement, si toutes les scènes de médecine étaient comme ça, il n'y aurait pas grand chose à raconter. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez appris des choses. Oui, surtout toi, Gauthier, là. Oui, c'est à toi que je pense. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à plus tard pour de nouveaux épisodes. Coupé.
Alors petit crédit de fin, donc merci d'avoir attendu si longtemps pour une nouvelle vidéo, je suis désolé, j'ai pas décidé d'arrêter, mais bon, ouais, la vie c'est compliqué, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais la vie c'est compliqué. Un grand merci à Sunday Pistols, à Monsieur Sam pour m'aider à faire le montage de ces vidéos, parce que bah, déjà que j'ai du mal à les faire, si en plus je dois me farder le montage, bah, j'y arriverai pas, donc merci à eux, ils font un travail super. Allez voir Monsieur Sam, point d'interrogation, Monsieur Sam, point d'exclamation, les Sunday Pistols, suivez leur travail. Un grand merci à toute la cancel team, sans qui probablement j'aurais pas fait cette vidéo, parce que ils m'ont un peu reboosté tout ça, donc merci à eux. Merci à elle se reconnaîtra. Merci. Je vous embrasse tous. Je vous fais pas les trucs des réseaux sociaux, les commentaires. Amusez-vous dans les commentaires si vous voulez. De toute manière, là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire, mais allez-y, ça me fera plaisir. Je vais essayer de faire cet épisode en première. On va voir ce que ça donne. Et je vous tiendrai au courant. Mais normalement, au moment où sort cette vidéo, ou le soir de la sortie de la vidéo, je serai en live sur Twitch pour un peu débriefer cet épisode. Je vous embrasse, je vous dis j'espère au plus vite possible pour de nouvelles vidéos, et non, je n'ai pas arrêté, c'est juste parfois un petit peu compliqué. A plus tard.